Bonjour, merci d'être avec nous pour cette émission qui est avant tout la vôtre, un espace de liberté de parole donné aux téléspectateurs qui souhaitent nous poser des questions. Et parmi ceux qui m'ont écrit, il y en a 3 qui ont accepté de venir, je les en remercie tout de suite. Et je vous présente tout de suite Guillaume Gailloni. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant près de Gap, dans une jolie petite ville qui s'appelle Veynes. Audrey Ragonneau. Alors Audrey, vous êtes créatrice, conceptrice de bande dessinée. Vous venez de créer votre première bande dessinée que j'ai vue qui est très belle. Merci et vous beaucoup. habitez Toulouse. Pierre-Henri Taureux, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin hospitalier en Bretagne à Saint-Brieuc. Alors, vous m'avez écrit comme d'autres téléspectateurs, notamment à propos des élections américaines. C'est elles qui ont suscité le plus de courriers, beaucoup d'intérêt manifesté, beaucoup de questions aussi posées, notamment sur les influences qui ont pu jouer au cours de ces élections, la guerre en Irak, l'influence de la religion, la lutte contre le terrorisme. Questions que vous nous avez posées aussi à nous, journalistes. Avons-nous été sous influence, certains d'entre vous, ayant le sentiment qu'on avait peut-être été plus pro-Kerry que pro-Bush. Et puis, nous allons évoquer au cours de l'émission, eh bien, 2 autres émissions qui ont attiré beaucoup de courriers, qui vous ont vous-même intéressé. Le Pièce à conviction, qui a été diffusé le 25 octobre à 20h50. Nous allons en parler avec Laurent Richard. Laurent, bonjour. Bonjour. Puisque c'est vous qui étiez en Irak auprès de ces soldats et vous avez recueilli leurs paroles. Et puis, bien sûr, la soirée spéciale des élections, le 2 novembre, l'Amérique et nous. Et Christian Mallard, vous étiez, vous, bonjour, merci d'être là. Vous étiez en direct de Washington. Vous pourrez répondre à toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ces élections. Alors, si vous voulez bien, on va tout de suite revenir sur la première émission qui a suscité du courrier de votre part. C'était Pièce à conviction, diffusée, je vous l'ai dit, le 25 octobre à 20h50. Pour la première fois, des soldats à Bagdad, là où vous étiez, Laurent, ont parlé à visage découvert, tout en sachant qu'ils pouvaient prendre un certain nombre de risques. Petit rappel pour vous situer cette émission. Aujourd'hui, plus d'1 an et demi après le début de l'opération Liberté en Irak, la situation sur le terrain a viré au chaos. Pas un jour sans attaque. Le pays tout entier est devenu une immense poudrière incontrôlée par les forces américaines. Question, ces soldats en veulent-ils à leur président George W. Bush de les avoir envoyés au cœur d'une guérilla meurtrière dont personne ne peut imaginer la fin? Je dois faire attention à ce que je dis sur Bush. Je ne vais pas voter pour lui, mais... Pourquoi vous devez faire attention à ça? Vous savez, j'ai la liberté de parole et tout ça. Mais quand vous signez pour vous engager dans les forces armées, vous devez quand même suivre certaines règles. En fait, je pourrais aller en prison pour diffamation. Même si ça ne sera pas le cas, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Et puis c'est manquer de respect à mon unité, à moi-même et à ma famille. Voilà, et puis ce reportage était suivi d'un deuxième reportage dans l'émission, tourné cette fois aux États-Unis par Marie-Pierre Courtelmont, à la rencontre d'Américains qui soutenaient Bush dans sa lutte contre le terrorisme et notamment dans son action en Irak. Le passage qu'on a choisi, pour vous rappeler un petit peu ce sujet, c'est John Cox. John Cox est un candidat républicain dans une élection locale et on le retrouve dans la campagne. C'était au moment d'un barbecue républicain. Écoutez ce qu'il dit. Le voici en campagne dans un barbecue républicain. Il s'adresse à des convaincus comme ce père de famille de 8 enfants. George Bush est du côté de la vérité et Dieu veut que nous soutenions cette vérité. Mon fils veut être marine. Il apprend en ce moment la notion du bien et du mal, la vérité et le diable. Et s'il meurt à la guerre, c'est en se battant pour la liberté, ce que Dieu a donné à tous les hommes. Je serai pour. Voilà, je vais d'abord donner la parole à Audrey, peut-être pour revenir sur votre première réaction quand vous avez vu le reportage et que vous m'avez écrit. Vous disiez, bon, c'est bien d'aller interviewer des soldats comme ceux qu'on vient de voir, mais les autres. C'était ça un peu le sens de votre réaction? Tout à fait. J'ai trouvé choquant que dans le reportage, on n'interviewe pas d'autres soldats qui pouvaient penser différemment. C'est normal qu'on interviewe des soldats qui sont pour Kerry, mais je pensais que le débat n'était, le reportage n'était pas équilibré dans ce sens-là, et ça ressemblait davantage à un film de propagande pour la campagne de John Kerry. Bon, alors, on va répondre avec Laurent tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils étaient pro-Kerry. Ils se posaient peut-être plus des questions sur ce qu'ils faisaient là-bas. Moi,
quand j'ai vu le reportage. Quand on vous entendait parler, Alors, Pierre-Henri Torreux, c'est un peu dans le même sens que vous êtes, vous, intervenu en écrivant, en disant, mais en même temps, le sentiment qu'on exploitait peut-être quelque part la détresse de ces hommes. Oui, j'étais un petit peu gêné par ce reportage, pas tellement sur la forme, que j'ai trouvé excellente, mais effectivement sur le fond. Parce qu'à partir de 5 ou 6 témoignages de soldats, vous avez développé un point de vue, mais un seul point de vue. Et il se trouve que ce point de vue recoupe ce que, en France, tout le monde pense. Alors, bon, ces soldats font un travail certainement très difficile actuellement, on l'imagine, mais je me suis demandé en quoi ça a porté à la réflexion en France, étant donné que presque tout le monde est déjà convaincu que l'intervention est néfaste. Alors, peut-être répondre Laurent, peut-être en expliquant les conditions dans lesquelles ça s'est tourné. D'abord, c'était affiché parole interdite, donc déjà, c'était en effet ciblé et annoncé comme tel. Comment vous êtes parti, vous, là-bas? Dans quelles conditions ça s'est tourné? Par rapport à ce qui est dit, quelle est votre réaction? L'idée de départ, c'était de faire une enquête sur le moral des troupes américaines déployées en Irak. On savait, par des études qui étaient menées par le Pentagone, que 2 militaires sur 3 déployés en Irak avaient le moral très bas, et on voulait entre autres savoir pourquoi leur morale était si bas que ça. Ensuite, sur les questions de comment ça se passe un tournage dans l'armée américaine, on est toujours escorté par un officier de presse qu'on montre dans le reportage, et on s'est vite rendu compte les premiers jours de tournage que en présence de l'officier de presse, on avait toujours le même type d'interview, toujours le même type de réponse qui consistait à dire, et on le montre d'ailleurs dans le sujet, il y a déjà au tout début du sujet, on diffuse une succession d'interviews de soldats qui sont très contents de leur mission et très fiers de ce qu'ils font là-bas. Après, effectivement, l'angle du reportage était aussi donner la parole à ceux qui ne peuvent pas l'apprendre, qui n'ont pas le droit de l'apprendre. Et un soldat américain n'a pas le droit d'exprimer son désaccord avec son commandement en chef, qui n'est autre que le président des États-Unis. Donc l'angle du sujet, dans cette émission globale, avec un autre sujet qui donnait la parole à des partisans de Bush, c'était justement de donner la parole à des soldats qui se posent des questions sur la guerre qu'ils mènent eux-mêmes, qui se posent des questions sur ce que Bush a décidé pour eux. Et c'était dans ce cadre-là qu'on a mené ces interviews, et en aucun cas c'était un travail de propagande, et en aucun cas c'était histoire de faire dire à des soldats américains ce que nous, Français, nous pensions. Ces soldats américains qui exprimaient des désaccords avec Bush, entre autres, ou qui se posent des questions sans être anti-Bush, on les avait jamais entendus jusque-là. Donc, on va peut-être revenir à travers des questions sur les conditions, peut-être sur les conditions de tournage ou les questions qu'on peut se poser. Moi, je voudrais donner la parole à Guillaume. Vous avez eu un sentiment un peu contraire en voyant le reportage. Oui, enfin moi c'est surtout quelque chose qui m'a étonné, c'est je me suis demandé si en fait le fait que vous soyez journaliste français, vous l'avez dit ou pas, et si ça a influencé la nature du discours, parce que des fois le changement d'interlocuteur fait que on change son discours, et est-ce que du fait que vous soyez journaliste français, ça a pu influencer leurs propos? Je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont finalement permis d'obtenir ce genre d'interview-là. Il y a le fait qu'on n'est pas resté 2 jours, on est resté un peu plus de 15 jours. On est resté 24 heures sur 24 avec eux. Donc on dormait avec eux, on mangeait avec eux, on sortait en patrouille avec eux. La plupart du temps, l'officier de presse était là, et à d'autres moments, on s'est débrouillé pour tourner sans lui. On avait aussi presque le même âge aussi. C'est une armée jeune. On a passé beaucoup de temps avec eux, et les premières interviews étaient évidemment extrêmement différentes des interviews réalisées 2 jours après, qui étaient elles-mêmes extrêmement différentes des interviews réalisées 4 jours après. Donc après, le fait d'être français, peut-être, oui, et le fait que ce soit diffusé en France, peut-être que ça les a d'une certaine façon décontractés aussi. Je sais pas si après, devant un journaliste américain, ils auraient tenu des propos similaires. Ce que vous dites, vous aussi, Pierre-Henri Torreux, ce que vous disiez dans votre message, c'est qu'en fait, ils avaient somme toute une certaine liberté de parole. Vous vous demandiez si ce serait possible en France, ce genre de... Oui, j'avais du mal à imaginer que vous ayez dû affronter une censure importante, parce qu'on a vu quand même ces soldats s'exprimer assez librement. Leur nom figurait sur leur uniforme, ils n'étaient pas cachés. C'est une armée en guerre, l'armée américaine actuellement, dans une situation difficile. Je ne suis pas sûr que dans une autre armée au monde, vous auriez pu faire un reportage aussi libre. Oui, effectivement. Après, je suis pas sûr que si on avait tourné dans l'armée française, je suis pas sûr qu'on puisse obtenir ce genre de propos-là.
après, cette liberté de parole, ce droit-là, ils ne l'ont pas, ils l'ont pris de fait. C'est l'extrait qu'on vient d'écouter. Le soldat Coulter dit je peux pas, parce que si je vous parle comme ça de bouche, je risque la prison. Donc clairement, c'est un risque qu'ils avaient envie d'assumer face caméra. Et dans ce reportage, on voit ceux qui ont finalement accepté de parler, qui ont eu envie de le faire et face caméra, mais on voit évidemment pas ceux qui, au dernier moment, nous ont dit non, finalement, je le sens pas, je le fais pas. Alors, on va peut-être poursuivre, puisque, je veux dire, ces élections américaines, il y avait quand même, en effet, le conflit en Irak qui était en toile de fond. On va poursuivre sur la soirée électorale, puisqu'elle a suscité aussi un certain nombre de réactions. Revenons au 2 novembre sur France 3. L'émission a commencé à 23h13. C'était une nuit qui a été pleine de rebondissements. On a cru à un moment, en effet, que Kerry pouvait avoir quelque chance. Pour preuve, on va retrouver l'intervention de Christian Mallard. C'était à 23h16, c'est-à-dire que c'était à 17h16 à Washington. Il y a un taux de participation sans précédent. C'est historique. Alors, la plupart des observateurs pensent que ce taux de participation avec les jeunes, les nouveaux électeurs, il y a 15 millions de nouveaux électeurs, devrait profiter, disent-ils, aux démocrates. Alors, j'ai parlé tout à l'heure à des conseillers du président Bush et à des stratèges, des proches de John Kerry. Hier, je vous disais, en écoutant un très proche de George Bush, qui avait un optimisme dans l'entourage du président américain, qui pensait déjà peut-être pouvoir obtenir 300 des 539 grands électeurs, rappelant qu'il en faut 270 pour obtenir l'investiture, pour obtenir la Maison-Blanche. Eh bien, ce même interlocuteur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone reconnaissait qu'au moment où je vous parle, il y avait une très forte démonstration, strong show, vraiment une manifestation très forte en faveur de John Kerry dans des États jugés clés, la Floride, l'Ohio, le Michigan, le Minnesota. Et tous les démocrates, les 2 stratèges démocrates que j'ai eus dans le sillage de John Kerry me confirmaient cette information en ajoutant même que l'Iowa et le New Mexico se présentaient bien pour John Kerry. Et l'une d'entre elles m'a même dit We are going to win big. Oui, il faut rester très prudent parce qu'on sait, Christian, que souvent les sondages sortis des urnes aux États-Unis sont fallacieux. Voilà. Restons prudents, dit Christine Ockrent. Alors, peut-être vous avez beaucoup de questions à poser justement à Christian Mallard par rapport, non pas forcément uniquement à la soirée, mais par rapport à ces élections. Audrey, bon, alors je sais que vous avez tout suivi toute la nuit. Oui, je regardais TF1. Ouais. Et la 3 aussi? Oui, la 3, oui. Ah bon, vous me rassurez. La 3 aussi, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question justement à Christian? Le sentiment que vous avez eu, vous, en effet, en voyant ça, c'est qu'on avait peut-être été un peu vite en besogne. Oui. Et puis on avait le sentiment que tous les journalistes étaient plus ou moins ravis, quoi. Je suis pas d'accord. Que ce soit John Kerry. Alors, c'est ce qu'on ressentait en tout cas, voilà. Mais peut-être que chacun le ressent en fonction aussi de ses implications personnelles. Guillaume? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense les journalistes de manière générale, ils ont apporté des informations qui étaient objectives. Donc ils ont fait leur travail d'objectivité. Il y avait même certains États, je crois, comme le Missouri ou la Caroline du Nord, qui étaient encore en balance au moment de l'émission, alors qu'ils étaient normalement acquis à M. Bush. Et par contre, c'est vrai que ils n'ont pas fait preuve de neutralité émotionnelle, mais personne ne le fait. Les journalistes sont humains et je crois que c'est tout à fait normal. Pierre-Henri, par rapport... Moi, je trouvais que cette soirée était passionnante, bien entendu. Je l'ai suivie jusqu'au bout et je suis allé me coucher en pensant que Kerry serait élu. Bon, j'étais vraiment très, très surpris en écoutant le lendemain matin le résultat qui semblait se profiler à l'horizon. Évidemment, le plateau m'a paru encore une fois pas très équilibré, on sentait quand même les gens penchaient quand même d'un côté, même Pierre Lelouch, que je pensais plutôt favorable à Bush, a avoué qu'il aurait voté Kerry. Bon, c'est un petit peu troublant. Par contre, aux États-Unis, j'ai été très intéressé par les interventions des Américains, et notamment par Félix Soratin, qui était l'ancien ambassadeur d'Amérique en France. J'ai trouvé très intéressant ce qu'il disait, très modéré, et quand il a dit notamment que jamais il n'avait entendu un dirigeant américain souhaiter que l'Europe soit faible ou désunie. Je pense que c'est très important parce qu'on se fait une mauvaise idée. Souvent, on positionne l'Europe en opposition avec les États-Unis, et ça me semble... Alors, qu'est-ce qui fait, Christian, qu'en effet, à l'heure où vous êtes intervenu, vous avez eu ce sentiment que Kerry avait des chances? D'abord, les 2 jours qui ont précédé le jour de l'élection, j'ai déjeuné avec une démocrate très proche de Kerry, qui aurait été dans son cabinet s'il avait été élu. J'ai un interlocuteur républicain que je connais depuis plus de 20 ans. C'est grâce à lui que j'ai eu Bush 2 fois. Je l'ai régulièrement au téléphone. Et ces gens-là sont sur le terrain.
Elle est partie dans l'Ohio, l'autre était en New York avec Giuliani, l'ancien maire. Et quand je compare, quand j'ai les deux mêmes sons de cloche, si je puis dire, d'un républicain qui dit « It smells bad, we're in bad shape, ça va pas, on n'est pas en forme », l'autre est en tête dans les états clés, et que les démocrates me disent la même chose. D'ailleurs, Christine Ockrent, à un moment donné, pour essayer de se rassurer, appelle Félix Rohatyn, démocrate, et Richard Holbrooke, qui est aussi très proche de Kerry, qui disent on a les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'on est tombé dans un système où on s'aperçoit, et ça a été le débat, alors je peux vous dire, l'émission s'est arrêtée à 1h15 du matin, heure de Paris, il était 17h15 pour nous, mais quand on regarde la télévision après, qu'on continue à aller sur les chaînes américaines, le débat c'est quoi? Tout le monde donnait pratiquement Kerry, et après c'était le débat sur l'échec du système sondage sorti des urnes. Et même, je vais vous donner une anecdote, à un moment donné, dans le courant de la nuit, la chaîne qui est numéro 1 en information aux États-Unis, qui est NBC, avec son présentateur vedette Tom Brokaw, assisté de son éditorialiste de politique étrangère Tim Russert, dit « Maintenant, on est en mesure de vous dire, nous, NBC, que George Bush a gagné l'Ohio. » Vous alliez sur ABC, la chaîne concurrente, qui dit « No comment », et CNN, qui n'ose pas citer NBC, dit « Nous avons des compétiteurs », sans citer NBC, qui osent dire que l'Ohio est à George Bush. Nous réservons, nous ne sommes pas sûrs qu'il ait gagné l'Ohio. Alors, il y a eu la confusion totale, je peux vous dire, sur les chaînes américaines pendant une grande partie de la nuit. Moi, je n'ai dormi que 2 heures, j'ai rappelé mes interlocuteurs, j'ai senti les démocrates pas bien, et le républicain que j'avais m'a dit « We are going to win ». Et je l'ai senti complètement transformé, parce qu'ils avaient des vrais résultats qui confortaient leurs espoirs. Il y a 48 heures, on me donnait 300 grands électeurs pour Bush et 239 pour Kerry. On va peut-être poursuivre un petit peu la réflexion autour de ces élections, en voyant un peu le côté coulisses, comme on a l'habitude dans cette émission. Ce qui se passe aux États-Unis dans le cadre d'une campagne électorale, l'influence que peut avoir la télévision, est-ce que c'est transposable en France aujourd'hui? Petite explication de Daniel Bouy. Que ce soit aux États-Unis ou en France, la vie politique se déroule pour partie sur les plateaux de télévision. Mais pourrait-on voir sur France 3 le même traitement de l'information que sur les chaînes de télévision américaines? France 3 pourrait-elle par exemple diffuser les spots publicitaires des candidats aux élections comme ceux qu'ont pu voir les téléspectateurs américains ces dernières semaines? Les soldats américains combattent en Irak. Les familles se démènent pour payer leurs soins médicaux. Des emplois partent à l'étranger. Au lieu de résoudre les problèmes, l'équipe Bush soutient une association qui attaque John Kerry. Des mensonges, des calomnies. Non, pas de spot publicitaire, c'est interdit. Donc, mais en revanche, parfois la campagne officielle, elle n'est pas aussi violente et aussi dénigrante par rapport au programme d'un autre candidat, mais le message peut être à peu près le même, mais non, la publicité c'est interdit. Donc, je pense que si on peut éviter que les partis achètent, parce que les partis les plus riches, on les connaît, c'est l'UMP, c'est le Parti Socialiste, ils ont déjà une exposition médiatique quand même, qu'on le veuille ou non, plus importante. Donc le système actuel, il est pas mal, et il permet surtout aux petits candidats d'avoir à un moment ou à un autre cette exposition. Il faudra recompter les voix, disent les démocrates. Aux États-Unis, les réseaux de télévision appartiennent majoritairement à de grands groupes privés. Ainsi, le financier Robert Murdoch a utilisé sa chaîne d'information Fox News pour militer ouvertement en faveur de la réélection de George Bush. Alors, la télé privée garante de la liberté? Senator Kerry's one or two major weak points that could be exploited. Is Kerry's involvement in a group that's inherently violent? John Kerry was scaring old people as usual. He does seem to agonize and flip-flop over and over and over again. Flip-flop on all these issues. Kerry's flip-flopping. Flip-flop. Flip-flops. Flip-flops. Flip-flops like crazy. On est libre, ce qui n'est pas le cas souvent d'une chaîne privée qui a un actionnaire à qui elle doit vraiment des comptes. On n'a pas de compte à rendre financièrement. Et enfin, on n'est pas irresponsable, on a un budget précis, etc. Mais on n'a pas des bénéfices à fournir, on n'a pas à faire aménager les intérêts des uns ou des autres. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais j'ai vu parfois des reportages sur des chaînes privées qu'on n'aurait jamais diffusées sur le service public, jamais diffusées. N'y aurait-il rien de commun entre une campagne électorale sur les chaînes américaines et sur les nôtres? Pas si sûr. En coulisses, les spécialistes du marketing politique sont à l'œuvre des deux côtés de l'Atlantique. J'ai l'impression, même parfois plus, que les politiques et les communicants, puisqu'ils sont entourés en période de campagne, ils ont non pas un temps d'avance sur nous, mais
Ils contrôlent de plus en plus tout ce qu'ils font. Les candidats maintenant emploient des agences, des conseillers en communication qui à la limite sont là pour nous dire où il faut poser la caméra. C'est eux qui choisissent l'angle pour filmer. On est prisonnier de leur com et on peut difficilement en sortir. En France, les prochaines élections auront lieu dans 3 ans. Le temps de peaufiner les stratégies électorales, mais aussi d'affûter les questions des journalistes. Audrey, vous avez beaucoup regardé les chaînes américaines, vous avez beaucoup regardé CNN. Justement, comment vous avez-vous ressenti cette campagne électorale? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir transposé en France ou pas du tout? Au niveau des spots pro-Bush et pro-Kerry qui se sont faits durant cette élection, ici on a dit que c'était particulièrement méchant, etc. Moi j'ai pas trouvé ça particulièrement méchant. Contrainte Kerry de girouette, ça me paraît pas trop méchant. Et contrainte de Bush autrement aussi? Oui, bon, ça, non, c'était pas. Je trouvais que c'était une campagne. Ça vous gêne pas? Non, ça me gêne pas. Et si ça venait en France, est-ce que ça vous gênerait? Non. Non. Non, pas vraiment. Non. Guillaume? Moi, je m'interroge surtout pour savoir où est le message à ce moment-là des hommes politiques, où est leur vrai message, ce qu'ils veulent faire passer, si finalement ça se résume à des stratégies de communication qui suivent les unes derrière les autres, bien rodées. Finalement, l'électeur va être trompé systématiquement et la démocratie n'en sortira pas grandie. Pierre-Henri? Je ne pense pas qu'on puisse décalquer le système américain en France. On n'a pas cette exubérance. Je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable. En revanche, il me semble qu'il faut plus de pluralité dans l'information parce qu'au début octobre, il y avait le magazine La Croix publié un sondage objectivant que seuls 13% des Français auraient voté Bush. Je pense que ça traduit quand même un défaut d'information et qui est quand même préjudiciable. C'est pas normal d'arriver à de tels scores, 87% que pour Kerry, qui ne correspondent pas à la réalité. Après, les gens ne comprennent plus en fait quand il y a le résultat. Et la perception qu'on a en Europe de ce qui se passe aux États-Unis, à travers l'Irak, joue aussi, vraisemblablement oui. sur. Mais on a élu notre président avec 83% des voix. C'est pas vraiment très honorable non plus. Alors, petit conseil pratique avant de se quitter. On aura une petite minute à la fin pour conclure. Si vous souhaitez, comme l'ont fait nos 3 amis ici, contacter la médiation, voici comment il faut s'y prendre. Les explications de Grégory Marcy. Pour écrire à la médiation, il vous suffit de vous connecter sur le site france3.fr. Vous cliquez sur l'onglet « Contacter France 3 » en haut à gauche. Vous arrivez sur l'espace des téléspectateurs. Vous vous dirigez dans la fenêtre « Saisir les médiateurs » en sélectionnant bien la médiatrice des rédactions. Une fois sur cette page, et pour nous contacter, vous cliquez sur l'icône « Écrire à la médiatrice ». Apparaît alors un formulaire de message dans lequel vous pouvez nous faire part de vos avis et de vos remarques concernant l'information sur France 3. Voilà, et pour être complet, regardez les adresses qui s'inscrivent sur le panneau et que vous pouvez lire. Et puis, puisque nous parlons de la médiation, je voudrais saluer l'arrivée d'un nouveau médiateur parmi nous à France Télévisions. C'est Alain Le Garec qui est aujourd'hui médiateur des programmes. Si vous souhaitez écrire sur les programmes, c'est à lui qu'il faut le faire pour France 2, France 3 et France 5. Et il succède ainsi à Geneviève Guichenet qui a eu le grand mérite d'installer la médiation sur France 3 à partir de 1998. Et à travers vos interventions, elle a permis aux téléspectateurs de devenir des partenaires à part entière de cette télévision, ce que nous essayons de faire ici le plus possible. Et puis bien sûr, Jean-Claude Alénic, à qui je fais un amical bonjour. Vous suivez peut-être aussi son émission sur France 2 tous les samedis. Avant de se quitter, peut-être petit mot de conclusion. Il y a une téléspectatrice qui nous avait écrit par rapport à Pièce à conviction en disant « Mais n'avez-vous pas mis en danger ces soldats et est-ce que vous allez suivre pour savoir s'ils ont pris des risques ou pas ?» Alors aux dernières nouvelles, juste avant l'enregistrement de cette émission, j'ai contacté les épouses ou les fiancées ou les mères des soldats, de la plupart des soldats avec qui on a pu discuter et qui sont diffusés dans le reportage. Il n'y a a priori aucun souci, aucune condamnation de prononcer, aucune poursuite effectuée contre ces soldats qui ont pris la parole. Je pense que tant que le reportage est diffusé en France et seulement en France et pas aux États-Unis, il n'y aura pas de souci pour eux. Un petit mot de conclusion, Guillaume, avant de nous quitter par rapport à tout ce qu'on a pu se dire ou par rapport aux questions qu'on peut se poser en guise de conclusion. Bien, je vous remercie de m'avoir invité. Je gentil. renouvelle mes félicitations pour la qualité de votre reportage. Il me restera encore beaucoup de questions en tête, mais Ce sera pour une prochaine fois, quand on aura 52 minutes au lieu de 26. Et Pierre-Henri ?
Je suis très heureux également d'avoir pu exprimer des idées. Je pense que c'est une très bonne initiative des chaînes publiques, puisque France 2... Est-ce que vous avez pensé qu'on était moins anti-Bush que vous ne l'imaginiez après les explications des uns et des autres? Probablement. Hein? Audrey? Oui, je sais pas. Vous savez pas? Oui. Je suis pas convaincue. Ni anti-Bush, ni anti-Kerry, on essaye d'être au-dessus de la mêlée, de fréquenter les représentants des deux camps. C'est notre travail d'écouter les uns les autres et peut-être de rapporter aux téléspectateurs français ce que disent les uns et les autres sans prendre parti. Pierre-Henri disait tout à l'heure, il y a eu des sondages en effet en France où le dernier sondage donnait 71% des Français voteraient pour Kerry. Mais de toute façon, les Américains s'en moquent. La France n'a rien à voir là-dedans. Les Européens ne votent pas, les Français non plus. Donc l'Amérique est aux Américains encore. Merci à tous. Merci beaucoup.